Est-ce que tu t'es déjà demandé comment étaient organisées les villes au Moyen Âge? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en nous intéressant aux villes comprises entre le 5e et le 15e siècle. C'est parti! Tout d'abord, sache que les villes n'ont pas été inventées au Moyen Âge, mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Souvent, elles sont la continuité de villes antiques, mais c'est au Moyen Âge qu'elles connaissent un essor important. Si les villes se développent partout, les différentes aires géographiques font qu'elles sont variées. Aujourd'hui, on s'intéressera aux villes occidentales et notamment de France. L'étude des villes est une chose récente. Et oui, ce n'est qu'au 19e siècle qu'on commence à s'intéresser à l'habitat urbain médiéval. Et cela fait suite d'ailleurs à un regain d'intérêt général pour le Moyen Âge au 19e siècle. Mais c'est réellement au 20e siècle qu'on s'intéresse à l'archéologie de ces villes, avec le déploiement de l'archéologie du bâti. Et oui, pendant tout ce temps, la fouille des bâtiments religieux ou des châteaux leur était privilégiée. Mais donc concrètement, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les caractéristiques et la typologie de la ville au Moyen Âge. Comme ça, tu pourras voir des différences et des ressemblances. Avec la ville d'aujourd'hui, évidemment. Donc tout d'abord, si les villes ont connu un fort essor au Moyen Âge, c'est grâce à la croissance démographique, commerciale et agricole, notamment au 11e et 12e siècle. Tout d'abord, la situation géographique des villes. Les villes sont situées à des endroits stratégiques. Souvent, elles sont situées dans des carrefours de routes commerciales ou de pèlerinage, dans des estuaires, le long d'un fleuve, etc. Aussi, beaucoup de villes naissent autour d'un édifice religieux. C'est notamment le cas de Reims qui avait pour centre deux édifices religieux, la cathédrale Notre-Dame et la basilique Saint-Remy. Aussi, les bourgs, des petites villes fortifiées, naissent autour de différents endroits. C'est le cas notamment à Amboise, mais les bourgs peuvent aussi naître autour d'une cathédrale, comme à Châlons-en-Champagne, ou même à côté d'un monastère ou d'une ancienne cité, comme à Bordeaux ou Poitiers. Est-ce que tu sais ce qui distingue la ville de la campagne? Ce sont les remparts. En effet, depuis le début du Moyen Âge, les villes se dotent de remparts pour se protéger des invasions. Les populations cherchent simplement à se retrancher et à se protéger. Mais à partir du XIe siècle, la population croît. On assiste alors à un repoussement des remparts, les villes s'étendent et repoussent leurs limites. Par exemple, à Rouen, on construit au nord et à l'est une troisième rangée de remparts. Toutefois, ne t'attends pas à ce que les villes du Moyen Âge soient autant peuplées que les nôtres. En moyenne, au XIIe siècle, on compte entre 5000 et 10 000 habitants par ville. D'ailleurs, sauras-tu deviner la ville qui a le plus d'habitants au XIIIe siècle? Je te laisse me le dire en commentaire et je te donne la réponse en fin de vidéo. Dans certaines villes, la population augmente tellement qu'elle s'installe en dehors des remparts. Ce sont les faubourgs. Au Moyen Âge, les villes sont organisées par quartiers. Très souvent, les quartiers correspondent par des familles de métiers. Par exemple, les activités les plus polluantes des villes, comme la tannerie ou la blanchisserie, étaient regroupées dans un quartier. D'ailleurs, la prochaine fois que tu visiteras un centre-ville ancien, lève la tête, parce que les rues ont pris pour nom les activités qu'elles accueillaient, et certaines les ont encore aujourd'hui. Il est donc fréquent dans les centres-villes de retrouver la rue de la tannerie, la rue du boucher, ou bien encore la rue du cordonnier. Sinon, les rues étaient nommées en rapport avec un édifice important, comme la rue de l'église ou la rue du moulin. Enfin, les rues pouvaient aussi prendre le nom d'une direction, comme par exemple la rue d'Italie à Paris qui reliait vers l'Italie. Aussi, dans ces quartiers, l'hygiène semblait assez peu présente, et cela semblait rendre la circulation très désagréable. Déjà, la boue, les saletés et les eaux occupent les rues. Il faut aussi rajouter les animaux qui circulaient partout, et les marchands. Et il faut aussi imaginer les seaux d'urine et d'excréments jetés en pleine rue. Pour pallier à ça, un système de routes a été mis en place. Le sol avait alors une forme de V, ce qui permettait aux saletés d'aller en son creux. Cela permettait aux passants les plus riches de passer sur les côtés surélevés pour ne pas se salir, mais obligeant les plus pauvres à marcher au centre et donc dans la saleté. D'ailleurs, c'est de là que vient l'expression tenir le haut du pavé, qui signifie avoir une condition sociale élevée. Donc les différents quartiers de la ville étaient pollués d'un point de vue hygiénique, avec de fortes odeurs notamment, mais aussi sonores, avec le bruit des forges, des animaux, des marchés, des clochers. Et les habitations alors? Elles sont comment? Avant le XIIIe siècle, les habitations sont majoritairement en bois et en torchis. Aujourd'hui,
Il en reste quelques exemplaires comme à Troyes, Bourges, Rennes et encore d'autres villes. Ces maisons, dites à pans de bois ou à colombage, étaient faites d'une ossature en bois comblée par du ourdi. Le souci, c'est que ces maisons étaient beaucoup plus propices aux incendies. Donc à partir du XIIIe siècle, on essaie de privilégier, si on en a les moyens, la pierre au bois. La ville de Troyes en a notamment fait les frais. En 1524, un incendie ravage une grande partie du centre-ville. Tu remarqueras aussi que souvent, ces maisons sont à encorbellement. Ça veut dire que le premier étage dépasse un petit peu. Et est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, il y avait une taxe sur la surface au sol. Donc pour payer moins de taxes en ayant une plus grande surface, la surface du rez-de-chaussée était réduite et on dépassait un petit peu au premier étage pour avoir plus d'espace en haut. Pour les marchands, c'était à la fois leur maison mais aussi leur échoppe, puisque le rez-de-chaussée contenait leur magasin, si tu préfères. Par contre, tu te douteras que les personnes les plus riches avaient de plus grandes maisons que ceux avec moins de moyens. Pour les toitures, elles étaient en chaume ou en tuiles de bois. Mais petit à petit, elles sont remplacées par des tuiles de terre cuite. Aussi, les cheminées étaient très hautes pour minimiser le risque d'incendie et il y avait peu d'ouvertures pour garder la chaleur à l'intérieur. Enfin, ces habitations étaient protégées en façade par des chasse-roues, des pierres disposées devant la maison qui protègent les murs des roues des carrosses. D'ailleurs, on peut encore en voir dans certaines villes, comme à Troyes dans la ruelle des chats. À travers cette vidéo, nous avons donc vu que les villes du Moyen-Âge sont souvent le prolongement de cités antiques. Elles naissent dans des endroits stratégiques et s'agrandissent en réponse à une croissance démographique, commerciale et agricole. Celles-ci s'organisent autour de lieux clés, comme des églises ou des châteaux, se développent sous forme concentrique et s'organisent en quartiers en fonction des activités pratiquées. Protégées par des remparts, leur forte croissance fait que ceux-ci ont dû être repoussés plusieurs fois pour agrandir les limites de la ville. Toutefois, la majorité des habitations étaient insalubres et étaient la proie d'incendies. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé mon travail, je te laisse t'abonner, commenter, aimer et partager la vidéo à tes amis. D'ailleurs, est-ce que tu as trouvé la ville avec le plus d'habitants au XIIIe siècle? C'était Paris. Eh oui, au XIIIe siècle, Paris comptait déjà 100 000 habitants. Un record pour l'époque. J'espère pour toi que tu avais trouvé la bonne réponse, que j'ai hâte de lire en commentaire. En attendant, je te dis à très vite pour plus d'histoire et de patrimoine.